Bonjour à tous. C'est un véritable scandale. L'un des représentants du Cameroun vient d'être éliminé de la Coupe de la Confédération sans même y avoir participé. Incapable d'organiser la finale de la Coupe du Cameroun, la FECAFOOT a assisté impuissante au rejet de sa demande d'engagement d'un deuxième club de football dans une compétition africaine. Cette décision de la CAF intervient après un délai supplémentaire d'1 mois accordé à la FECAFOOT pour organiser la fameuse finale de la Coupe du Cameroun, suspendue à l'agenda présidentiel. Rien n'a bougé. Du coup, d'aucuns s'interrogent, le football camerounais s'est-il vitrifié dans l'attente interminable de la disponibilité du chef de l'État? Le temps présidentiel du premier sportif camerounais est-il devenu une donnée déterminante de la vie nationale au regard de cette humiliation subie sur le plan du football africain? Bien loin des aires de jeu, Mutation constate que le Cameroun subit le diktat du FMI lors de l'élaboration du budget 2019. Le projet de loi de finances a d'abord fait l'objet de discussions préalables avec les partenaires internationaux, d'où le retard observé lors de son dépôt à l'Assemblée nationale. Selon Cameroun Tribune, l'enveloppe budgétaire fixée à 4 850,5 milliards de francs CFA est la matérialisation de la volonté du président de la République de mettre l'accent sur certains secteurs prioritaires, à l'instar de la décentralisation et l'accélération des infrastructures à construire à travers le triangle national. Et pour y arriver, le gouvernement prévoit de nouvelles taxes sur la friperie, les cosmétiques, les téléphones, mais aussi l'agroalimentaire. Et la nouvelle expression tire la sonnette d'alarme sur une pression fiscale mortelle pour les industries brassicoles. Elle redoute une asphyxie fiscale aux conséquences néfastes sur des milliers d'emplois et les filières agricoles. Ces nouvelles taxes et impôts reflètent-ils l'élargissement de l'assiette fiscale tel que recommandé par le FMI pour le redressement économique du Cameroun? Le gouvernement a-t-il pris en compte les propositions de réforme fiscale formulées par le JICAM dans ce projet de loi de finances en 2019? Les chefs d'entreprise et les Camerounais peuvent-ils survivre face à cette nouvelle pression fiscale annoncée pour l'année 2019, alors que le gouvernement n'a donné aucune indication claire sur la réduction du train de vie de l'État? Le service de la dette publique inquiète à la fois les investisseurs, mais aussi les experts en finances publiques. Mesdames, Messieurs, ces préoccupations majeures de l'actualité nationale constituent le fil conducteur du droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées sur ce plateau. Et ce dimanche, je reçois pour cette nouvelle édition Martin Ambazine. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Vous êtes banquier, expert des questions économiques, financières, spécialiste également de la microfinance. Merci d'être avec nous ce dimanche. C'est moi qui vous remercie plutôt. Également présent ce dimanche avec nous le docteur Ariel Nitedem. Bonjour. Bonjour Monsieur Noufelet. Vous êtes expert en finances publiques, enseignant à l'Université de Yaoundé 2 du côté de SOA. Merci d'être venu ce dimanche ici à Douala. C'est moi qui vous remercie. Je profite pour dire mes salutations aux Camerounais à la diaspora. Et je profite pour dire que le Cameroun se fera avec la diaspora ou ne se fera pas. Troisième panéliste ce dimanche, Georges Meka à Besselo. Bonjour. Bonjour Monsieur Cédric Noufelet. Vous êtes expert en finance et investissement, directeur Afrique d'une banque américaine d'investissement agricole, consultant pour des grands cabinets des conseils mondiaux. Merci d'être avec nous ce dimanche. Merci. Et le quatrième panéliste, consultant sur droit de réponse, éditorialiste à la Nouvelle Expression, Edmond Kambia. Bonjour. Bonjour Monsieur Noufelet. Merci d'être avec nous. Je salue tous les dimanche. copanélistes ainsi que tous les téléspectateurs. Alors messieurs, vous êtes tous des passionnés de football et vous avez suivi que la CAF vient de rejeter la demande d'engagement d'une deuxième équipe camerounaise de football à la Coupe de la Confédération, incapable d'organiser la finale de la Coupe du Cameroun. La FECAFOOT, suspendue à l'agenda présidentiel, n'a pas respecté les délais impartis. Edmond Kambia, votre réaction à la suite de cette décision de la CAF qui est tombée ce week-end? Je pense que la CAF est dans son rôle, ce d'autant que nous avons eu la possibilité d'une rallonge de délai qui nous a permis
de disposer suffisamment de temps pour pouvoir, le moment venu, organiser non seulement la Coupe du Cameroun, mais faire en sorte que le second club du Cameroun qui va prendre part à la compétition africaine soit dans les délais par rapport à cette compétition-là. Malheureusement, de bout en bout, le Cameroun est forfait. Cette équipe ne pourra plus participer. C'est une mauvaise nouvelle pour le Cameroun. Elle est d'autant mauvaise que c'est un mauvais signal. Au moment où le Cameroun se prépare à organiser la CAN en 2019, je pense qu'il n'y a pas plus mauvaise publicité que celle-là pour dire à la communauté africaine, sportive, footballistique, que le Cameroun s'engage à préparer une compétition pour laquelle, en commençant simplement par les simples compétitions de clubs au niveau africain, on n'est pas prêt. Est-ce que c'est pour la CAN qu'on sera prêt? C'est la principale question que je peux poser. Et vous verrez que dans les jours à venir, la presse va abondamment traiter de cette actualité-là. Et je vous assure que ce ne sera pas en de bons termes. Ce seront principalement des critiques, des interpellations. Parce que le chef de l'État a, dans le passé, pu être représenté par le Premier ministre pour présider une Coupe du Cameroun. Pourquoi cela n'a pas été possible cette fois-ci? Son calendrier était-il si surchargé qu'il n'a pas pu se faire représenter afin de permettre à ce second club du Cameroun d'aller, qui était prêt, il faut le dire, ce club était prêt à participer à cette compétition. Mais malheureusement, les circonstances font en sorte que le Cameroun ne pourra pas participer à cette compétition, c'est regrettable. Deuxième représentant du Cameroun éliminé sur tapis vert, n'ayant même pas participé à la phase éliminatoire de la Coupe de la Confédération, et pour cause, la finale de la Coupe du Cameroun ne s'est pas tenue. Georges Meka-Besolo, dans quel état d'esprit avez-vous accueilli cette décision de la CAF qui rejette la demande de la FECAFOOT concernant le deuxième représentant du Cameroun aux compétitions africaines? Je reste perplexe et pour moi, j'attends les réponses du ministère des Sports et de la FECAFOOT. Et pour quelle raison? Pour expliquer la non-participation d'une équipe camerounaise à une Coupe des Coupes africaines. Alors, lorsque vous parcourez la correspondance du secrétaire général adjoint de la CAF adressée à la Fédération camerounaise de football, qui souligne le fait qu'un délai supplémentaire d'1 mois a été accordé à la FECAFOOT pour organiser la finale de la Coupe du Cameroun, afin que le vainqueur soit celui qui représente le Cameroun aux compétitions africaines, et que jusque-là, cette finale de la Coupe du Cameroun ne s'est pas tenue. Comment appréciez-vous ce type de management? Je ne jugerai pas, je demanderai plutôt une demande d'explication à la FECAFOOT. Je pense qu'elle va, dans les prochaines heures, apporter des éclaircies. Donc, attendons patiemment. On a la lettre de la CAF, attendons la réponse de la FECAFOOT et probablement celle du ministère des Sports, dont tel est le ministère et la tutelle. Docteur Ariel Nitegem, sur cette question de la Confédération africaine de football et le rejet de la demande de la FECAFOOT, qui avait d'ores et déjà envoyé le nom d'un club de football sans que la finale de la Coupe du Cameroun ne se soit tenue, comment appréciez-vous ce type de management? Oui, je ne veux pas lier cela à notre capacité à être prêt pour la Coupe la CAN l'année prochaine, comme a bien dit mon voisin. Ça n'a pas de lien, pas direct en tout cas. Ce que je dois dire, c'est qu'il faudrait qu'on comprenne qu'au Cameroun, le Cameroun ne vit pas en autarcie, que les décisions que nous prenons affectent la régulation au plan international. Et cela vaut pour le football comme pour l'économie, où on voit des classements où on n'a pas de rang toujours honorable au plan international. Donc il était question que ceux qui gèrent l'agenda du chef d'État mesurent la portée de la non-tenue de la Coupe d'Afrique, de la Coupe du Cameroun, mesure la portée et attire l'attention du chef d'État sur le fait que si cette Coupe n'est pas organisée à un moment donné, à une date précise, on va perdre, n'est-ce pas, la représentativité du Cameroun à un événement africain, au niveau africain, ce qui va impacter sur l'image du football camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Ils n'ont pas mesuré, n'est-ce pas, la portée de cette décision. Et je dois rejoindre peut-être mon ami Meka pour dire que peut-être que les responsables de la FECAFOOT et le ministère n'ont pas suffisamment attiré l'attention des proches collaborateurs du chef d'État sur l'impact de cette décision. Donc la CAF a quand même accordé 1 mois. Absolument. Une dérogation spéciale d'1 mois au Cameroun pour organiser cet événement. Je ne pense pas qu'au sommet de l'État, on a apprécié véritablement à sa juste valeur la non-tenue de la Coupe du Cameroun à date. On n'a pas apprécié l'impact que ça pourrait avoir
sur la représentativité du football camerounais au niveau international. Sinon, tenir une Coupe du Cameroun ne serait pas le plus compliqué. On peut trouver quelqu'un pour représenter le chef d'État. Même le ministre des Sports peut le faire. On a déjà vu le président de la République être représenté à des cérémonies par des ministres. Et il y a des ministres conseillers à la présidente qui le font de façon régulière. Donc ce n'est pas... Même Roger Mila, pourquoi pas ambassadeur auprès de la présidente qui s'occupe du football, pouvait représenter le président de la République pour un événement comme la finale de la Coupe du Cameroun. Donc ce n'est pas un problème de représentativité, c'est un problème de management du calendrier du chef d'État par les proches collaborateurs, peut-être qui n'ont pas été suffisamment... on n'a pas souvent attiré leur attention sur l'importance de cette décision. Et jusqu'à ce jour, la finale de la Coupe du Cameroun ne s'est pas tenue. Le vainqueur de cette compétition reste encore inconnu et est d'ores et déjà éliminé de la Coupe de la Confédération. Martin Ombazing, vous êtes également passionné de football. Lorsque vous suivez cette décision de la CAF qui vient étaler le système de management au Cameroun concernant les compétitions de football et également l'attente au sujet de l'agenda présidentiel, comment vous analysez cette situation? Bon, moi je pense que ça dénote tout simplement de l'absence de coordination entre l'action du gouvernement et puis les fédérations. Parce qu'en fait, voyez-vous que lorsqu'on vous donne une rallonge d'un mois, ça suppose que entre les 4 semaines, à l'intérieur des 4 semaines, il y a les conseils de cabinet, il y a la fédération qui à travers le ministère, qui devait normalement se mettre en phase pour que cela soit fait. Bon, maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi dans ce qui nous arrive, c'est que le Cameroun a longtemps bataillé pour avoir une 3e place, une 4e place au niveau des compétitions africaines. Bien entendu, à partir du moment où on vous donne la chance de pouvoir compétir avec un club de plus et que cela n'est pas possible, ce qui est clair, c'est qu'on va retirer au Cameroun, une fois de plus, un nouveau candidat. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir trois candidats aux compétitions africaines, on n'en aura que deux. De deux, il faut quand même comprendre qu'il y a des enjeux financiers, économiques. Vous savez que quand un club gagne, c'est qu'en gagnant une Coupe du Cameroun, elle va aller en Coupe africaine, il y a quelque chose en termes de finances qui vient bonifier leur budget. Donc vous comprenez bien que Eddy Sport ou bien l'homme blessé, vraiment ils ont affûté les armes depuis, je crois, 2-3 mois, parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils gagnent. Et s'ils gagnent, non seulement il y a des primes par rapport à la finale, mais aussi la CAF octroie des sommes très importantes et qui peuvent permettre à ces équipes-là de pouvoir mieux démarrer la saison à venir. N'oublions pas aussi la carrière des joueurs. Vous savez que c'est lors de ces compétitions que les joueurs arrivent à se faire voir, à se faire vendre. Donc vraiment, je suis désolé de le dire, vraiment, on le dira tout à l'heure, on a beau avoir trop de pétrole, beaucoup d'argent, mais si à la base on n'est pas organisé, on ne peut pas attendre quelque chose en termes de résultats. Un problème d'organisation qui se pose et qui vient d'impacter sur le football camerounais. Edmond Kambia, des conséquences également sur l'image du Cameroun sur le plan continental, mais aussi la perception du fait que le football camerounais reste vitrifié dans l'attente de l'agenda présidentiel qui demeure la seule donnée déterminante de tout ce qui va se passer dans le pays. Effectivement, parce que au cœur du problème, c'est le calendrier ou l'agenda du chef de l'État. Parce que ce n'est pas la première fois qu'une Coupe du Cameroun ne peut pas se tenir dans les délais. C'est-à-dire juste après la fin des compétitions, des éliminatoires, les finalistes sont connus. On n'attend plus que la disponibilité du chef de l'État pour préciser la date. Je pense que globalement, la fédération a toujours fait son travail. Parce qu'il faut qu'on précise les responsabilités. On ne peut pas tout rejeter en bloc sur la FECAFOOT. Je n'en suis pas le porte-parole, sauf d'autant que la FECAFOOT cherche encore son bureau. C'est encore un énième comité de normalisation qui essaie de normaliser et de faire en sorte que nous ayons une fédération. Ça me rappelle une des dernières sorties d'Ahmad Ahmad, président de la CAF, qui disait aux journalistes sportifs camerounais, mais vous passez tout le temps à me critiquer, à dire que je veux vous enlever la canne, mais regardez vous-même, vous n'avez même pas une fédération. Le Cameroun, oui, on n'a pas une fédération, en tout cas on n'a pas un bureau élu jusqu'à présent. Il y a un travail qui est fait pour que nous en ayons un. Mais visiblement, je dis, par l'expérience, je constate quand même, observant comment les précédents bureaux de la FECAFOOT ont fonctionné, généralement ça a bien fonctionné et on a attendu simplement que le cabinet civil, qu'au niveau de la présidence, on ait une date en fonction du calendrier du chef de l'État pour pouvoir fixer la date de la finale. Et je pense que l'un des clous du problème est à ce niveau.
Et je le disais tantôt, au début de mon propos, que dans un contexte où nous luttons fermement pour obtenir l'organisation de la CAN 2019, ce qui vient de se passer est un mauvais signal, je l'ai dit et je le répète, c'est un très mauvais signal. Et quel message la CAF voudrait par rapport à l'image du Cameroun? Quel message la CAF voudrait envoyer au Cameroun en procédant à cette disqualification sur tapis vert, alors que l'on avait envoyé, certes hors délai, mais au moins le Cameroun a envoyé le nom d'un club de football pour tenter de sauver les meubles. Ouais, c'est pour ça que je vous disais que la responsabilité ne peut pas être rejetée totalement soit sur la tutelle du ministère des Sports ou à la FECAFOOT. Parce qu'à leur niveau, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont même proposé un club. Mais ils attendaient simplement que ce jour la finale pour que ce club-là ait la possibilité d'aller en compétition internationale. Donc, au fond, le problème n'est plus au niveau de la FECAFOOT ou au niveau du ministère des Sports. Le problème est au niveau de la présidence. Bon, est-ce que c'est l'entourage, comme j'ai entendu dire ici tout à l'heure? Je pense que le débat sur l'entourage, il faut le relativiser de plus en plus. Parce que si tout le problème, c'est l'entourage du chef de l'État, cela signifie que pendant 36 ans, le chef de l'État a eu un mauvais entourage, il n'a pas su s'entourer. Et si après 36 ans, on ne sait pas s'entourer, il y a un problème réel. Ça veut dire qu'on ne sait pas choisir ses collaborateurs. Mais si par contre, ses collaborateurs ont bien fait leur boulot, et que c'est le chef de l'État qui n'a pas mesuré la portée des conseils qui lui ont été apportés, là aussi, il y a un problème. Cela signifie qu'en réalité, il veut une chose et son contraire. Parce que je sais que le chef de l'État, qui a mis Samuel Eto'o en mission pour obtenir cette CAN, ne pouvait pas délibérément tomber dans la situation dans laquelle on se retrouve. Même s'il n'y a pas, comme l'a dit mon ami Dr Nitedem, un lien direct entre cette compétition africaine liée à l'organisation de la Coupe du Cameroun et la CAN, mais je vous dis qu'il y a un lien. Il y a un lien par rapport à l'image du pays. Parce que tout le monde regarde le Cameroun. Regardez tout ce qui se passe depuis quelques jours. Les compétitions africaines auxquelles les lions, les garçons comme les filles, sont engagés. Et on voit comment jouent les filles. On voit comment joue comment se comporte la nouvelle direction, le nouveau coaching des Lions indomptables. Donc tout ça pèse. Il y a un lien entre tout ça. Ne soyons pas naïfs. La CAF nous envoie un message. Voilà, vous n'avez pas respecté les délais. On vous a même accordé un mois supplémentaire, vous n'avez pas été dans les délais. Voilà la sanction. Donc, attendons-nous pour la CAN. Justement, la finale de la Coupe du Cameroun qui ne s'est pas encore tenue, la CAF qui a décidé de rejeter la demande d'engagement d'un deuxième club de football pour le compte du Cameroun. Georges Meka Bessolo, venez de suivre ici les différentes analyses qui sont faites sur l'impact de cette décision de la CAF sur l'image du Cameroun. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Non, pas tout à fait. Ce n'est pas la première fois qu'une équipe est éliminée avant compétition ou qu'une équipe nationale même déclare forfait. Encore une fois de plus, nous attendons la réponse de la deuxième partie qui est celle du ministère des Sports et de la FECAFOOT. Donc je ne ferai pas autant de conjectures sur l'image du Cameroun. Nous avons le plus beau parcours dans toutes les compétitions internationales qui ne sera pas dénaturé de sitôt. L'Afrique entière n'a pas oublié les fameux buts de Roger Mila. Je crois que nous avons encore un capital à gagner et l'organisation de la CAN. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'organisation justement au niveau du football camerounais et de la prise en compte de l'agenda continental concernant les autres compétitions africaines de football? Il peut y avoir un problème d'organisation qui est en résolution. C'est pourquoi nous avons un comité de normalisation qui est en place aujourd'hui et qui, tant bien que mal, redore le blason du football camerounais. Nous espérons justement qu'avant le début de la CAN 2019, tout sera revenu à des feux verts pour le football camerounais. Nous avons encore un grand capital et nous allons dire que ce sera pour la première fois en terre camerounaise que une CAN s'organise avec un nombre supérieur d'équipes nationales. Donc on peut encore mettre ça à notre actif. Et ce n'est pas la première fois qu'une équipe ou un club est déclaré forfait ou a été éliminé avant le début de la compétition. Il faut préciser que l'organisation de la CAN 2019 reste une priorité pour le gouvernement. Il a évoqué dans son programme économique, social, politique et culturel pour l'année 2019. Le Premier ministre a dévoilé devant l'Assemblée nationale les autres axes prioritaires de l'action gouvernementale qui s'appuient sur une proposition de budget
fixé à 4 850,5 milliards de francs CFA. Et Edmond Kamgia, la presse est davantage appesantie notamment la nouvelle expression et mutation sur le retard accusé dans le dépôt du projet de loi des finances à l'Assemblée nationale. Oui, effectivement, il y a eu ce retard, mais ce retard n'est pas nouveau. Ce n'est pas la première fois qu'il y a du retard dans le dépôt. Mais on s'attendait, on espérait que le document aurait été déposé un peu plus tôt pour que les députés, les parlementaires en général, aient le temps de l'examiner et de faire des propositions, sinon des amendements, comme ils en ont la prérogative. Mais on le sait également, l'une des raisons pour lesquelles ça n'a pas été déposé à temps, c'était le contrôle ou la supervision du FMI, qui tenait à avoir un regard sur le contenu, n'est-ce pas, de ce budget-là, sur les prévisions budgétaires pour l'année 2018-2019. Mais il faut dire que depuis que nous sommes revenus, n'est-ce pas, sous le regard, dans le collimateur du FMI, nous ne sommes plus tellement libres. Nous n'avons plus toute l'indépendance et l'autonomie de nos prévisions en matière budgétaire. Il faut le dire, il y a des conséquences à cela. Malgré le fait, dans le contenu, on va y revenir, on observe qu'il y a une véritable pression fiscale qui auront des conséquences sur la vie socio-économique, sur les populations, sur les citoyens, sur les ménages. Il va sans dire que le retard accusé dans le dépôt n'a pas permis aux parlementaires de bien l'examiner et de faire des propositions appropriées. Mutation qui parle de budget élaboré sous le diktat du FMI. Martin, est-ce que vous avez la perception, le ministre des Finances qui a expliqué que ce retard est lié au fait qu'il y a eu des discussions préalables avec les partenaires internationaux du Cameroun au sujet des orientations budgétaires, ce qui fait dire à Mutation et la nouvelle expression que le budget du Cameroun est élaboré sous le diktat du FMI. Enfin, diktat, je veux bien, mais vous vous souvenez quand même qu'il y avait eu une réunion à Paris où on avait déjà élagué vers quel sens on devait orienter les politiques économiques de nos pays. Non, moi je ne parlerai pas comme ça, d'autant que à chaque fois que le FMI semble nous dicter quoi que ce soit, nous faisons comme nous voulons. Donc moi je ne crois pas du tout en ça. Je pense que nous avons au Cameroun un problème de volontarisme, je le dis toujours. C'est-à-dire que cette loi des finances ressemble à celle de 2018, celle de 2018 ressemble à celle de 2017, les équilibres sont toujours les mêmes, le fonctionnement déborde sur l'investissement, on nous parle toujours de création d'emplois, on n'en voit pas beaucoup. Et là, il faut quand même reconnaître une chose, c'est que le budget 2019 s'inscrit dans une phase où on sort du document de stratégie pour la croissance de l'emploi, où on n'a pas fait le bilan. C'est-à-dire on revient sur la stratégie de planification, telle que ça a été à l'époque, on sort du document stratégique pour la croissance de l'emploi pour cette nouvelle stratégie-là sur la planification. Mais on n'a pas fait le point. Bon, mais si on devrait faire le point d'abord de ce premier document, on pourrait dire aujourd'hui que les outils n'ont pas été atteints, le taux de croissance n'a pas traversé les 5%, l'emploi n'a pas du tout reculé. Pire encore, même s'il y a des efforts faits par le chef d'État, mais je le dis encore, ce n'est pas à l'État de créer des emplois. Les 2000 emplois, certes, sont accueillis avec beaucoup de joie de part et d'autre, mais l'emploi doit être créé par l'entreprise privée. Donc au jour d'aujourd'hui, moi je dirais que ce budget manque de volontarisme, ce budget n'a aucune originalité, et ce budget ne pourra produire que les résultats que les autres budgets ont produits, à savoir qu'on dépassera très difficilement, ou alors on atteindra très difficilement le taux de croissance de 4%. Justement, le gouvernement qui table sur 4,4% pour l'année 2019, avec un budget fixé à près de 4 850 milliards de francs CFA. Avec vous, professeur Ariel Nitedem, sur les orientations budgétaires, est-ce que cela reflète l'ambition du gouvernement de pouvoir sortir de la crise économique? Oui, j'ai deux ou trois choses à évacuer avant de répondre à votre question. Le retard dû au dépôt de la loi de finances ne dépend pas de la présence du FMI. Ça, il faut le dire tout de suite. Le dépôt, la date légale du dépôt du projet de loi de finances à l'Assemblée est fixée dans le régime financier de l'État. C'est 15 jours avant le début de la session consacrée
à l'examen du budget. On l'a déposé 14 jours après. Et cela, c'est depuis 5 ans. Depuis 5 ans, on n'a jamais déposé avant 15 jours après. Donc, c'est la constance. Et c'est peut-être lié aux contraintes que l'administration a. C'est lié peut-être à la non-existence d'un calendrier budgétaire dans ce pays. Vous savez, chaque administration qui travaille sur le budget, en même temps qu'il exécute le budget de l'année N, il travaille sur le compte rendu de l'exécution du budget de l'année N-1 et il prépare le budget de l'année N+1. Et il faut un calendrier pour séquencer tout cela. Le Cameroun n'en a pas encore. Et ça peut expliquer ce retard. Donc, ce n'est pas lié à la présence du FMI. Et on ne peut pas parler du diktat du FMI. En réalité, le FMI au Cameroun, dans le cadre d'un conseil qui est prévu dans son article 4. Quand on va rentrer, et ça, il ne faut pas être pressé, s'il y a un effet, on va rentrer dans un programme d'ajustement structurel FMI, et là, on parlera des diktats. Il faut parler très vite en besoin. Aujourd'hui, c'est des conseils que le FMI donne. Ce que le FMI fait, il amplifie la voix des experts camerounais et de tous les autres experts. En fait, le diktat ici, c'est le diktat de la conjoncture. C'est la conjoncture qui dicte ou qui a dicté tout ce qu'on voit dans le budget. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, le budget, c'est un acte de prévision, d'autorisation. Et prévision ici, ça suppose prévision des recettes et des dépenses. Et cet acte de prévision est mis en place par le chef de l'État, le président de la République, à qui le peuple a donné un mandat. En fait, le budget, c'est un outil de mise en œuvre du programme du chef de l'État. Or, il s'est engagé devant le peuple, il a pris des engagements qu'il doit réaliser, c'est à travers le budget. Et le chef du gouvernement, justement, a présenté ce programme économique, social. Absolument. On a vu dans les priorités du président de la République, pour l'année 2019, ça a été présenté par le Premier ministre. Il a dit qu'il va mettre l'accent sur la décentralisation, sur la préparation de la CAN, et il y a la sécurité, il y a création d'emplois, la création de la croissance. Il a dit clairement. Donc c'est ça, le budget doit refléter ses priorités. Et nous le savons tous, c'est ce qu'on dit tout le temps. Et je vais dire pourquoi, en 2 mots, pourquoi le FMI, pourquoi on a ce programme avec le FMI. Il y a 2 ou 3 choses. Première chose, c'est le déficit budgétaire, qui en 2015 était 2,2% du PIB et qui est passé à 6% du PIB en 2016. Ce qui devient inquiétant, c'est pour ça que le FMI a cru devoir intervenir sous forme de conseil. Et en même temps, la balance commerciale était chroniquement déficitaire et les ressources d'échange s'étaient aménagées de façon drastique. Donc on ne pouvait plus payer que 2 mois d'importation. Pour le Cameroun, 0 mois, on va dire comme ça, pour les autres pays comme le Tchad et la Guinée équatoriale. Et par mesure de solidarité, le Cameroun s'est mis avec les pays de la communauté CEMAC. Donc c'est dans cet environnement, dans ce contexte, que le FMI est arrivé, non seulement pour nous conseiller de freiner ce rythme de croissance de déficit budgétaire, pour relancer notre économie, de tout faire pour résorber le déficit de la balance commerciale et en tout état de cause de faire remonter les devises de champ, les ressources de champ. Est-ce que ces orientations budgétaires pour l'année 2019 reflètent l'ambition du gouvernement camerounais de sortir de cette crise économique? Justement, c'est très important parce que le budget, ses prévisions sont basées sur des hypothèses précises. Par exemple, au plan de la croissance, l'hypothèse c'est 4,4% de croissance. Et il y a une autre hypothèse, c'est le coût du baril. Le coût du baril du pétrole, parce qu'il y a une bonne partie des ressources budgétaires qui sont financées par le pétrole. Ça se situe autour de 80%. Ça a remonté 75-80%. Il y a le coût du champ de dollars, parce que nous vendons en dollars. Il y a le taux d'inflation qui va être maintenu à 3%. Ça sont les hypothèses sur lesquelles se fonde ce budget. Alors, est-ce que ce budget, comme tous les autres, je n'ai pas l'impression. Il y a quand même des innovations, il y a quand même des différences au plan fiscal, et même au plan des dépenses. Remarquez que l'augmentation du budget, c'est de 3,4%. C'est la plus petite augmentation depuis plus de 5 ans. Et là, c'est une volonté de freiner l'endettement. Parce que quand vous regardez comment le budget est fait, les dépenses publiques ont ceci de particulier, que ce sont les recettes qui sont ajustées aux dépenses. Donc les gouvernements dépensent avant de chercher à couvrir les dépenses. Donc on décide de ce qu'on va dépenser, on cherche des ressources pour couvrir. Il y a les ressources internes, il y a les ressources fiscales. Enfin, il y a les ressources internes de l'État, les ressources propres de l'État et les ressources fiscales. Les ressources propres, c'est les ressources du sol et du sous-sol. Les ressources fiscales, c'est la douane, c'est ce qu'apporte la douane, la fiscalité à la porte et la fiscalité interne. Maintenant, quand cette ressource n'arrive pas, il y a la monnaie aussi. Malheureusement, nous n'avons pas ce levier. Parce qu'on peut fabriquer la monnaie, on peut faire recourir à la banque, à la planche à billets.
Quand ces ressources n'arrivent pas à couvrir les dépenses, on recourt à l'emprunt. Nous Il y a deux parlerons types justement. d'endettement. Alors, je vais dire, en fait, l'augmentation du budget d'une année à l'autre, si vous observez bien, ça a été fait, ça a été financé par l'emprunt, par l'endettement. Nous en Donc, parlerons si on a un taux de croissance faible, Oui. ça veut dire qu'on a limité l'endettement. C'est ce que je voulais expliquer. On en parlera dans cette émission. Georges Meka a Besolo sur les orientations budgétaires de l'année 2019 évoquées par le Premier ministre, chef du gouvernement. Est-ce que ça matérialise une volonté de sortir de la crise économique, de permettre aux Camerounais, durant l'année 2019, de renouer avec un pouvoir d'achat qui leur permet de survivre au quotidien? A priori, oui. Toutefois, il y a des manquements. En lisant les orientations budgétaires, mon analyse est d'abord que c'est la politique ou le politique qui semble dicter l'économie et non la situation économique qui semble dicter la politique économique. J'aurais souhaité également qu'il y ait beaucoup plus de spécificité. On est resté un peu sur les généralités macroéconomiques. Dans le cas de l'agriculture, j'aurais voulu qu'on nous dise nous allons passer de 10 000 tonnes de production de maïs à 14 000 tonnes. Nous allons, le kilo de viande pourrait diminuer de 10 à 15% si certains efforts sont faits. Il fallait peut-être être beaucoup plus spécifique sur du concret. L'exécution des travaux routiers, combien de kilomètres seront ajoutés sur le secteur routier en 2019? Autant d'éléments tangibles qui permettraient de fédérer l'exécution de ce budget vers des objectifs beaucoup plus spécifiques. Un des exemples qui était dans les budgets précédents était de s'assurer que toutes les études auraient été menées en année N-1 afin que les marchés puissent être passés et l'exécution soit uniquement l'objectif en année N. Donc il faut continuer de croire qu'il y a des efforts à faire et que le gouvernement, au sorti de cette élection présidentielle, a pu mesurer les attentes des Camerounais, certes dans un contexte sécuritaire, Boko Haram, la question de sécurité au nord-ouest et au sud-ouest, qui ont créé, il faut l'avouer, des dépenses non prévisibles, qui ont fortement arrêté la production économique de ces deux régions et dont il faut en tenir compte dans le budget 2019. En attendant, les membres du gouvernement sont en train de défiler devant les différentes commissions à l'Assemblée nationale et au Sénat afin de défendre leur enveloppe budgétaire. Et l'on constate dans ce projet de loi des finances 2019 qu'il y a de nouveaux droits d'assises prévus pour cette année 2019. La nouvelle expression, Edmond, s'est appesantie sur les nouvelles taxes qui vont toucher les industries brassicoles. Edmond Kambia, qu'est-ce qui suscite autant d'inquiétude dans ce secteur précis? Oui, il faut dire dans les nouvelles taxes qui concernent les industries brassicoles et même le domaine agricole et d'autres secteurs également, suscite des inquiétudes au niveau des chefs d'entreprise, au niveau de ces grosses structures, n'est-ce pas, qui travaillent, qui participent, n'est-ce pas, dans les intrants des produits qui permettent de produire la bière, par exemple, ou de produire les jus et autres. Et vous n'êtes pas sans savoir que les Camerounais sont de grands consommateurs de la bière. Et dans ce pays, on sait que très souvent, la bière est le domaine dans lequel les Camerounais se retrouvent plus facilement lorsqu'ils ont des problèmes ailleurs. Des problèmes économiques, des problèmes politiques, comme c'est le cas aujourd'hui, en tout cas depuis quelques mois, depuis l'élection présidentielle. Et quand on touche un secteur aussi, j'allais dire vital, plus ou moins vital entre guillemets, parce que c'est un domaine de grande consommation, il faut s'en inquiéter, d'autant que cela va toucher non seulement les citoyens, mais également les entreprises brassicoles. N'oubliez pas que dans ce domaine-là, et surtout lorsque l'on sait qu'il y a une crise importante que nous connaissons depuis 2 ans, dans le nord-ouest et le sud-ouest, où ces entreprises brassicoles ne peuvent plus accéder au niveau des populations, où l'économie du nord-ouest et du sud-ouest ne fonctionne presque plus.
où selon le GICAM, il y a plus de 8000 emplois de perdus, c'est-à-dire 80 000 ménages en désespérance. Il faut dire que le fait, ce réajustement, le mot réajustement est même gentil, réajustement fiscal, j'allais dire cette taxe nouvelle sur les boissons, dans le domaine des entreprises plasticoles, va faire beaucoup de mal. Va faire beaucoup de mal à ces structures-là, va faire beaucoup de mal aux familles de ceux qui y travaillent. Je crains beaucoup, parce que le pouvoir d'achat n'a pas augmenté, que beaucoup de citoyens s'en détournent, au moins pendant un moment, même s'ils vont y revenir après, le temps d'organiser les compétitions sportives et autres, comme on attend la CAN 2019, dont on n'est pas certain qu'on va l'obtenir à partir de ce qui vient de se passer, parce que je l'ai dit tantôt, c'est un message fort que nous envoie la CAF. J'insiste là-dessus, parce que si on s'amuse, si on n'est pas prêt, le jour dit, comme l'a dit le chef de l'État, je vous assure, ce qui va se passer aujourd'hui par rapport à cette équipe qui ne peut pas, qui est déjà forfait, même la CAN 2019, on n'est pas encore certain. Restons dans le sujet pour dire qu'en réalité, nous sommes très inquiets. Et c'est pour cela que la presse en a parlé abondamment. Il faut préciser que la base d'imposition au droit d'assises est de 25% pour les boissons gazeuses et 10% pour les bières. Avec vous, Martin Romba, vous avez lu ces nouvelles dispositions prévues dans le projet de loi des finances 2019. Quels en seraient les effets lors de la mise en place d'un tel mécanisme de collecte de nouveaux droits d'assises sur les boissons gazeuses et les bières au Cameroun? Ce qu'il faut dire, c'est qu'à chaque fois qu'on augmente les impôts, ce n'est jamais bien, dans quelque pays que ce soit. Trop d'impôts tue l'impôt et tout l'impôt décourage ceux qui ont le courage de prendre l'initiative. Avez-vous le sentiment qu'ici, il y a un excès, il y a une énorme pression fiscale sur ce cas précis? Non, le problème qui se pose au Cameroun par rapport à la fiscalité, ce n'est pas le trop d'impôts. La véritable question que personne, à la limite, ne veut évoquer, c'est que fait-on avec l'argent collecté par des impôts? C'est l'utilisation de l'argent qui est collecté. Nous sommes d'accord aujourd'hui que notre budget est essentiellement financé par les impôts. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord pour dire que c'est l'utilisation qu'on en fait qui pose un problème. Vous savez que derrière ça, le gouvernement veut quoi? En second lieu, veut aussi essayer de voir comment est-ce que, de façon mécanique, elle va réduire le déficit structurel qu'il y a au niveau de la balance commerciale. Vous savez que notre problème au Cameroun aujourd'hui, par rapport à notre économie, c'est que tant que les importations continueront à être aussi loin par rapport aux exportations, on ne s'en sortira pas. Vous êtes d'accord avec moi qu'à partir du moment où on freine, on taxe plus tout ce qui vient de l'extérieur, de façon mécanique, on pense freiner et rééquilibrer de plus ou moins la balance commerciale. Ça, c'est d'un. De deux, vous êtes d'accord avec moi que, au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on va pénaliser les boissons gazeuses, c'est les brasseries du Cameroun, c'est les entreprises qui travaillent au Cameroun, main-d'œuvre camerounaise, consommation. De façon inéluctable, il y aura un effet négatif sur la consommation. Aussi simple que ça. Vous savez que ne regardez pas seulement la bière que l'on consomme. Regardez que pour produire la bière, il y a combien d'intrants. Et la quasi-totalité de ces intrants sont produits sur place, notamment le maïs. Donc tout cela me laisse penser, et là je le disais tout à l'heure, j'en reviens que il n'y a rien d'original. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut dire que pour gagner de l'argent, je vais aller piquer là où il y a les plus pauvres. Parce que, voyez-vous, cette mesure peut avoir un impact social catastrophique. Dans la mesure où, qui boit la bière? C'est pas forcément la haute classe. Vous savez que le Cameroun a un autre problème social, c'est que nous n'avons que deux classes sociales aujourd'hui, ceux qui sont nantis et ceux qui sont pauvres. Oui. Ceux qui sont pauvres sont les plus nombreux. Et donc, quand on va uniquement taxer sur les produits dédiés à la consommation, c'est comme si on avait fait un choix injuste socialement en disant que non, pour que l'on redémarre notre économie, il faut que ce soit les plus pauvres qui payent encore plus. Vous comprenez? Donc, moi je pense que les panélistes vont aussi développer, mais je crois que à partir du moment où vous regardez les types de biens, la cosmétique, c'est toutes nos dames, toutes nos femmes qui font que l'économie, ce secteur, tu tournes là, vous savez qu'il y a au moins sur autant que les bars, les salons de coiffure, parce que ça rapporte. Et maintenant, on va taxer encore plus ces produits-là. Vous allez regarder après, c'est les véhicules d'occasion.
avant de dire qu'on taxe, il faut d'abord savoir si au plan intérieur on produit. Nous ne sommes pas constructeurs des véhicules, donc ça veut dire que on est en train de pénaliser ce qu'ils peuvent aller à Camille Toyota, qu'ils peuvent aller. Donc, moi, ce choix-là n'est pas du tout un mauvais choix, mais il n'a pas de contrepartie au plan social. Et la perception que tout le monde, monsieur tout le monde, a aujourd'hui, c'est que on veut encore faire payer aux plus pauvres le redressement ou le redressement de notre économie. D'autant que l'on ne lutte pas, et j'en termine là, par rapport à ceux qui sont en charge de collecter ces impôts. Je parle de l'enrichissement illicite. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je vous dis, si vous dites à un Camerounais, vous mettez 20% de croissance, vous faites, comme a dit mon cher frère, tant de maïs, tant de tonnes de maïs pour l'année, tant de ponts, hein, tant d'écoles, tant d'universités, le Camerounais va payer 5%. Mais le problème qui se pose, c'est qu'on n'arrive pas à avoir la lisibilité sur le fruit, hein, de cet excédent d'impôts qu'on prend tous les jours dans la vie sociale des Camerounais. Une nouvelle politique fiscale prévue dans le secteur agroalimentaire, mais aussi le secteur des cosmétiques, téléphones portables et la friperie. Vous avez suivi, Dr Ariane Mitedem, vous avez lu également la presse qui a évoqué l'inquiétude des industries brassicoles qui estiment qu'elles subissent déjà assez de pression fiscale et qui voient de mauvais œil ces nouveaux droits d'assises qui vont être appliqués à des produits de grande consommation. Oui, Quelle est votre analyse de cette politique fiscale? Je ne dirais pas comme mon voisin que taxer la bière, c'est une catastrophe. Non. La bière, ce n'est pas un médicament. Ce n'est pas un produit pharmaceutique. C'est vous qui le dites. Je ne vois aucune catastrophe parce qu'on aurait taxé plus cher. Et ça ne peut pas déboucher sur une crise sociale. Je regrette. En réalité, c'est vrai que la microéconomie nous enseigne que quand il y a une nouvelle taxe, c'est passé au consommateur final. Oui. Donc, les sociétés brassicoles vont passer ça au consommateur final. La bière coûtera plus cher, oui, mais ce ne sera pas une catastrophe. Alors, la fiscalité est aussi utilisée pour réguler. Devons-nous encourager le fait qu'il faut boire davantage ou limiter le nombre de bières qu'il faut boire? Moi, je crois qu'il vaut mieux ne pas encourager les Camerounais à boire davantage en baissant les prix. Non, moi, je ne pense pas. Au-delà de l'économie de santé, voilà. Il y a les questions économiques concernant oui, il y a les emplois. Oui, je dis, ce n'est pas... Alors, c'est comme quelqu'un, on va dire comme ça, comme de façon prosaïque. Un soulard va dire, je bois pour que les brasseries ne ferment pas. Non, ça n'a pas de sens. Et ce n'est pas ça la consommation qui va faire... Ce n'est pas la consommation des bières ou des boissons gazeuses qui va faire booster l'économie camerounaise. Ce n'est pas de cette consommation dont on parle. Ce n'est pas de celle-là dont on parle. Alors maintenant, pour revenir, il faut dire, il y a des mesures qui ont été mises en place pour réguler le tissu économique. Nous ne devons pas être des dépotoirs des vieilles voitures. Quand on a dit qu'on a des vieilles voitures, ça ne veut pas dire qu'il faut se retourner vers la Socada. Non. Même les Américains veulent acheter les voitures de seconde main. Le marché le plus florissant aux États-Unis, c'est le marché des voitures de seconde main. Il y a même une économie qui a eu un prix Nobel dessus. De voitures de seconde main. Alors, on a notre pouvoir d'achat très vieilles. Notre pouvoir d'achat. Je dis bien, ce sont des voitures de plus de 20 ans, de 15 ans, des voitures très vieilles. Ce n'est pas une voiture de 5 ans qu'on taxe. Donc on met plus, on limite l'âge des voitures qui vont entrer au Cameroun. C'est pour réguler. On limite l'âge des... Le pouvoir d'achat. J'en reviens. J'en reviens. Vous voyez le pouvoir d'achat dans la friperie qu'on a acheté moins cher et qui donne les maladies et qui pollue l'environnement. Il faut faire très attention. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On utilise la fiscalité pour réguler, n'est-ce pas? Alors, taxer des friperies, ça peut non seulement réduire l'importation de ces produits qui viennent polluer notre environnement et qui deviennent un problème de santé publique. Et ça peut aussi, de l'autre côté, contribuer à la promotion de l'industrie locale, textile. Mais qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait avant? Les vieux pneus qu'on nous permet d'entrer dans ce pays, vous achetez un pneu qui a un certain âge, vous chaussez la voiture et c'est un accident qui arrive. Donc il faut limiter la qualité des pneus qui arrivent. Il faut empêcher qu'on importe des très vieux pneus. C'est ça qu'il s'agit. On ne refuse pas qu'on importe des pneus, mais des très vieux pneus, des très vieilles voitures. Alors il faut justement pas distraire. Il y a des problèmes importants sur lesquels j'aurais attendu le gouvernement. Par exemple, la taxe foncière. C'est là où pour moi j'ai un véritable problème. Parce que qui est propriétaire foncier au Cameroun?
c'est justement ceux de la haute classe. Or, la faiblesse de cette politique fiscale de cette année, c'est justement sur la collecte de la politique fiscale, de la taxe foncière. En fait, on leur donne comme un cadeau fiscal. Ils payent quand ils veulent, ils payent au bout d'un certain temps, et on a l'impression qu'ils ont refusé, on va dire comme ça entre guillemets, ceux qui sont de la haute classe ont refusé de se faire harakiri. En fait, ils protègent enfin, et le véritable problème, je vais en parler, c'est le problème d'évasion fiscale et de fraude fiscale. Et ici, la loi des finances de 2019 protège protège celui qui conteste la fiscalité. Si vous contestez la fiscalité, cela est rendu difficile d'avoir gain de cause si cette loi des finances est votée en l'état. On parlera de ce contentieux fiscal tout à l'heure. Deuxième chose, le véritable problème de la loi de la fiscalité au Cameroun, depuis toujours, c'est l'assiette fiscale. Beaucoup ne payent pas. Il y a beaucoup d'évasion fiscale au Cameroun. Pourtant, le gouvernement dit avoir respecté les recommandations du FMI pour élargir l'assiette fiscale dans ce projet de loi de finances 2019. Georges Meka à Besselo sur les industries brassicoles, cosmétiques, la friperie, des secteurs où la majorité des Camerounais ne disposant pas d'un pouvoir d'achat conséquent semblaient s'y retrouver pour leurs besoins alimentaires et des besoins sociaux importants. Comment appréciez-vous ces nouvelles taxes qui ont été introduites dans ce projet de loi des finances 2019 ? Pour moi, comme toute décision politique économique, aucune n'est bonne, aucune n'est mauvaise, mais on a pris celle qui fait le moindre mal. Et lorsque j'analyse les nouvelles taxes sur justement l'industrie brassicole, je faisais une petite équation économétrique pendant que les panélistes discutaient. Je me rends compte que cette industrie est très dynamique au Cameroun, elle est très compétitive. Et si on observe depuis plusieurs années, les prix d'achat justement de ces produits ont fortement baissé. Il y a moins de 2 ans, on a encore assisté à une réduction des boissons alcooliques. La compétition a ramené les eaux minérales qu'on achetait il y a 5 ou 6 ans à 3 000 francs, désormais à 1 200 francs le paquet de 6 bouteilles. Les prix des jus, des boissons gazeuses a fortement diminué à cause de la compétition. Sans oublier que ce sont aussi ces mêmes sociétés qui bénéficient des exonérations fiscales et douanières qui aujourd'hui sont un manque à gagner de 20% à l'État d'environ 450 milliards de francs CFA. Donc pour moi, taxer l'industrie brassicole est le moindre mal que ce gouvernement pouvait faire dans un contexte économique déjà difficile. Et il faut Est-ce que dans vos paramètres d'analyse, vous prenez en compte le fait que ces industries brassicoles ont énormément perdu du fait de la crise anglophone? Oui. Vous avez suivi les chiffres du GICAM. Elles sont les plus concernées par cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, avec près de 40 milliards de francs CFA pour les industries brassicoles. Et elles estiment déjà subir une pression fiscale importante. Vous savez que les droits d'assises, ce n'est pas la première fois que le gouvernement introduit des droits d'assises pour les bières et les boissons gazeuses. Est-ce que ces paramètres peuvent justifier leur réaction aujourd'hui? Elles peuvent certainement justifier leur réaction. Le secteur privé ne fait pas d'ajustement si elle n'est pas contrainte de le faire. Mais ce sont aussi ces entreprises qui non seulement bénéficient des exonérations fiscales et douanières, bénéficient des APE également. Donc je crois qu'il y a quand même un seuil sur lequel ces impôts, droits d'assises, sont transférés aux consommateurs. C'est un impôt indirect qui va simplement refléter sur l'achat par le consommateur. Donc au final, c'est le consommateur qui décide s'il veut davantage acheter de la boisson ou non. En comptabilité, ce sera juste une passation comptable pour ces entreprises. Certes, il y a des difficultés au nord-ouest et au sud-ouest, mais dans ces mêmes régions de crise, la consommation n'a pas pour autant... elle ne s'est pas arrêtée, elle a certainement diminué, mais elle ne s'est pas arrêtée. Et ce sont aussi ces sociétés qui exportent toujours vers des pays voisins comme le Gabon, le Tchad et le Congo. Et la Centrafrique. Combien a-t-on de sociétés brassicoles au Cameroun?
quel est ce monopole qui est maintenu au Cameroun depuis les années 60? On a une seule société brassicole au Cameroun qui est un produit des intérêts français. Et ils ont tout fait pour maintenir ce monopole. Et nous voulons que l'État les accompagne. Il y a des Camerounais. Attends, non, écoutez, chaque fois que des Camerounais ont mis en place une société brassicole qui commençait à faire concurrence aux brasseries, on les a cassés. On a vu nos bras, on a vu dernièrement Isenberg. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une seule société qui fabrique les bouteilles au Cameroun, ça s'appelle Socaver, c'est une société française. Et c'est à travers cette société qu'ils maintiennent ce monopole. Et vous voulez que le Cameroun l'accompagne. Vous regardez le chiffre d'affaires de cette société. Je veux bien, on a vu UCB, ça a été existé et qui font des performances. On a vu le temps qu'il a fallu pour que UCB prenne la on ne saurait, c'était un gouffre financier pendant très longtemps, je peux vous le dire. On ne saurait, messieurs, taxer le monopole de certaines structures alors que d'autres brasseries à la fois britanniques également et camerounaises existent sur le marché. Il y a aussi d'autres promoteurs camerounais qui dans les toutes prochaines années vont également mettre sur pied des industries brassicoles au Cameroun. Le marché semble prometteur, mais avec ces taxes, Edmond Okamga, les investisseurs commencent à s'interroger sur les capitaux à injecter dans ce secteur d'activité. Effectivement, je crois que le moment a été mal choisi d'acculer le secteur brassicole, pour toutes les raisons qu'on a évoquées tantôt. Parce qu'au final, c'est le consommateur qui trinque. Mais en même temps, l'entreprise qui produit aura des problèmes. Si le consommateur va s'en détourner pour un bon bout de temps, il y aura des conséquences au niveau des attentes de bénéfices. Quand on investit, c'est pour gagner. On n'investit pas pour perdre. Et nous disions tantôt que du fait de la crise anglophone, il y a du manque à gagner en dizaines de milliards par rapport aux gens du nord-ouest et du sud-ouest pour les industries brassicoles. Et je m'inscris en faux contre le panéliste qui dit que dans le nord-ouest et le nord-ouest, on continue à consommer les boissons. Non. On consomme de moins en moins. L'écart est grand. Et je peux même vous dire que du fait de la crise anglophone, où on retrouve les gens en forêt, on consomme davantage les boissons qui viennent du pays voisin. Et non pas les produits des industries brassicoles camerounaises. Oui, je vous le dis, je suis bien informé. Mais si vous faites la somme des bénéfices des APE, des exonérations fiscales et douanières que toutes ces sociétés ont récemment eues pour améliorer leur chaîne de production, et en plus d'un impôt qui est indirect, qui est passé aux consommateurs, vous réalisez que déjà pour le gouvernement c'était le moindre mal. Pour apporter une réponse aux autres attentes des Camerounais qui ne sont pas nécessairement sur la boisson, ce sont des sociétés qui ont fait des profits substantiels ces 10 dernières années et qui ont des liquidités qu'elles peuvent encore réinjecter même dans cette situation d'impôt fiscal indirect. Pour moi, il ressort de vos analyses. Elles vont tenir. Il ressort de vos analyses, messieurs, que c'est le consommateur final qui risque de payer. Bien sûr. Martin Ombazing, est-ce que cette donnée a été prise en compte dans l'élaboration de ce projet de loi des finances et ces droits d'assises introduits à tout vent dans des secteurs aussi brassicoles que la friperie, cosmétique et également celui des téléphones portables? Oui, mais c'est de ça qu'il s'agit. En fait, c'est que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est le panier de la ménagère qui va souffrir. Hein. C'est-à-dire que je veux qu'on fasse toutes les hypothèses possibles. Hein. Mais dites-moi comment est-ce que toutes ces augmentations n'auront pas d'impact dans la vie quotidienne des Camerounais. Bon, en réalité, il faut comprendre une chose. Je vous ai dit tout à l'heure que l'impôt n'est pas mauvais en soi. Ce qui est mauvais, c'est ce qu'on en fait. Au jour d'aujourd'hui, j'avoue que avant de prendre toutes ces mesures qui touchent essentiellement la consommation des ménages, le pays aurait pu d'abord essayer de voir que lorsque je vais arrêter, par exemple, la friperie, moi je ne vois pas trop les statistiques où on nous dit que les gens meurent tous les jours parce qu'ils ont porté des habits qui viennent, je ne sais pas. Mais ce que je sais quand même, c'est que lorsqu'une famille pauvre a 5 000 francs et qu'elle a 5 enfants, elle habille facilement et 5 enfants avec 5 000. Tout à fait. Vous comprenez? C'est du concret. Il faut qu'on arrête de raconter des choses aux Camerounais. Les Camerounais sont fatigués. Ça, c'est l'économie réelle. Quand vous avez 10 000 francs, vous avez une famille de 10 personnes, vous l'habillez. Ça, je vous le dis. Et c'est ça le concret. Vous comprenez? Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui dans cette loi de finances, c'est que, bien évidemment, on ne peut aller vite prendre que là où c'est facile à prendre. Chez les pauvres.
Je vous dis, comprenez que cette loi a une consonance d'injustice sociale. Vous comprenez? L'injustice sociale vient du fait que vous prenez la friperie, vous prenez les cosmétiques, vous prenez le pneumatique. Nous produisons de l'EVA, mais nous n'avons pas d'industrie qui fabrique les pneus. Fabriquons d'abord, mettons en place une industrie qui fabrique les pneus pour dire qu'on ne consomme pas les pneus d'occasion. Combien de gens meurent par jour sur les axes parce qu'ils ont chaussé les pneus d'occasion? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que 4 voitures sur 5 devraient mourir tous les jours. Des gens devraient mourir parce qu'ils ont mis les pneus d'occasion. Non, c'est pas ça le débat. Le débat, c'est que nous ne sommes pas prêts d'entrer directement dans le frontal de l'industrialisation. Et d'ailleurs, c'est le véritable problème aujourd'hui de notre pays et l'absence de volontarisme de notre pays, à savoir que très peu de capacité à produire une intelligence qui nous permet d'aller vers l'industrialisation. Ce n'est que ça. Alors, avant de dire qu'on ne fait plus la friperie, combien de tailleurs? Qu'est-ce qui nous empêche, avec ce coton, de dire que désormais, nous-mêmes, nous produisons en quantité, comme l'a fait la Turquie. La Turquie n'était pas hier une référence au niveau du textile. La Turquie arrive à concurrencer la Chine. Qu'est-ce que nous avons mis en place en termes d'industrie pour que, au moins, sur ce que nous produisons sur place, qu'on puisse avoir des industries? Il n'y en a pas eu. Au niveau du cosmétique, c'est la même chose. Vous savez très bien, je vous dis, si vous faites le pari, vous voyez combien d'emplois cette industrie crée, ce commerce crée. Absolument. Regardez bien qu'en dehors des bars, ce sont les salons de coiffure qui font tourner, et je vous dis, ça fait tourner l'économie. Alors, le jour où vous mettez tous ces produits avec 25% de plus, ça va freiner la consommation et donc la croissance. On ne peut pas attendre une croissance, je vous l'ai dit et je vous le redis, monsieur Ndoufele, vous m'inviterez, je vous dis, au rythme où ça part, si elle est votée, la consommation va en prendre un coup. Et nous n'atteindrons pas 4% de croissance en 2019. L'élargissement de l'assiette fiscale qui intervient dans un contexte où plusieurs Camerounais s'attendaient à une réduction du train de vie de l'État. Docteur Ariane Mikedem, c'est un levier sur lequel on n'a pas perçu dans ce projet de loi des finances une réelle volonté de la part du gouvernement d'actionner ce levier sur le train de vie de l'État. Oui, ça se voit au niveau des dépenses. Aujourd'hui, on ne peut pas encore apprécier, c'est à l'exécution qu'on va apprécier. Et j'ai dit le fait que le taux de croissance du budget de l'année 2018 à 2019 est relativement bas, nous donne un signal qu'on va limiter les dépenses. Cela dit, je vais revenir sur ceux qui pensent qu'on peut développer une économie par le commerce. Parce qu'on appelle chez nous, de façon prosaïque, par exemple, on ne peut pas développer une économie comme cela. Aucun pays ne s'est développé sur cette base-là. Parce que la friperie, on achète et on vend. Les bars, ce n'est pas ça qui développe l'économie. Quand vous avez une économie qui, n'est-ce pas, s'appuie sur le secteur tertiaire, cela ne pourrait jamais atteindre le taux de croissance escompté. Pour atteindre l'émergence, il faut des conditions. Alors on ne peut pas en même temps dire qu'on veut s'industrialiser et continuer à importer à tout de bras avec une balance commerciale qui est chroniquement déficitaire. Est-ce qu'on a regardé ce côté? On va continuer à creuser le déficit de la balance commerciale en important ce qui est poubelle ailleurs. Et vous trouvez ça important, vous trouvez ça cohérent, pertinent pour des gens, pour une politique économique qui se veut avant-gardiste, qui veut développer un pays? Non, je regrette, ce n'est pas le cas, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est une question de timing. Il faut le timing. On a vu les tailleurs qui à l'époque vivaient un train de vie très... Vous voyez, un tailleur travaille sur le textile qui est produit localement. Et là, on peut justement promouvoir. Et on a une société de textile au Cameroun, le SICAM, ça s'appelle SICAM. On peut promouvoir cette industrie. Et au lieu d'importer ce qui est usagé, la friperie, je suis curieux qu'on soit en train de discuter entre hommes intelligents sur l'opportunité de favoriser, de promouvoir l'importation de la friperie dans un pays. Ce n'est pas opportun. Il est question d'arrêter cela. On aurait pu même, je m'excuse, on aurait pu carrément décider d'arrêter. Parce que ça tue, ça influence un secteur de l'économie. Mais l'industrie textile, habillement reste encore embryonnaire. Oui, mais c'est une filière que le gouvernement avait promis de la moderniser, de la rendre professionnelle. On demande une chose et son contraire. Pour pouvoir favoriser l'industrie textile locale, il faut la protéger. Sinon, il n'y a pas de marché et personne n'investit là où il n'y a pas de marché.
Pour qu'on puisse investir, il faut qu'il y ait un marché. Or, pour qu'il y ait un marché, il faut justement protéger pour créer ce marché. Mais il faut préciser que la fiscalité. La fiscalité aujourd'hui est plus menacée par l'importation des vêtements venant de l'Asie, qui eux aussi ont plus de facilité à entrer au Cameroun. Et beaucoup plus à pacotille. Je souhaiterais, j'ai rien contre, mais c'est beaucoup plus à pacotille. Je souhaiterais qu'on ne mélange pas tout. Vraiment, c'est une action dans la bonne direction. Si on était en train de questionner monsieur le professeur, nous parlons, s'il vous plaît, Martin, si on était en train de parler des droits d'assises imposés sur les produits électroniques, sur les téléphones portables et les tablettes, sur le téléchargement des logiciels, là je serais d'accord avec vous. Ça a un impact sur la promotion de l'économie numérique. Ça a un impact sur le travail de nos jeunes étudiants et chercheurs. On peut en parler. Véritablement, il faut, quand c'est bon, il faut savoir le dire, il faut l'apprécier. Sinon, on va dans tous les sens. Martin, non, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faudrait pas que vous disiez ce que je n'ai pas dit. Je crois que j'étais clair pour dire que c'est le secteur secondaire qui permet une économie d'industrialisation et que le Cameroun est absent. Et qu'avant de prendre cette mesure, il était préférable que l'on met d'abord les dispositions. Ça fait depuis combien de temps? Laissez-moi finir. Depuis combien de temps la cotonnière, la SICAM existe? Depuis combien de temps? C'est pas d'aujourd'hui qu'on devait commencer à... Ça fait depuis que ça existe. Donc je vous dis que c'est un problème de timing. La flexibilité dans laquelle doit intégrer ce type de mesures dans une économie qui est en parfaite, enfin, en totale atonie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a le timing qu'il faut considérer quand on prend une décision économique et politique. Je te dis ceci, je ne suis pas d'accord pour dire que le commerce peut faire décoller une économie. C'est le secteur secondaire. Mais qu'avons-nous fait avant pour que cela soit prêt aujourd'hui? Aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts. Donc ce que je dis, c'est quoi? C'est que il fallait maintenant qu'on a pris conscience de graduer ça dans le temps pour que le choc psychologique n'arrive pas au niveau où c'est aujourd'hui. Je vous dis simplement que pendant que nous parlons ici, et nous parlons ici à la télévision, les gens ont déjà commencé à anticiper des comportements avant-gardistes de stockage de certains produits. Je vous le dis, c'est la réalité. Si on demande la bière, il y a des gens qui vont certainement prendre déjà pour stocker, parce qu'ils ne savent pas demain, parce qu'il y aura 200 francs, entre guillemets. Il y aura des gens qui vont commencer à stocker le cosmétique. Même les téléchargements font partie. Même le téléphone fait partie. Donc je vous dis que je ne suis pas contre le fait qu'on le fasse, mais je dis ceci, mais ça me paraît assez brutal. Surtout à la période où nos économies sont en période incertaine, un peu incertaine. Et donc je pense qu'il aurait fallu qu'on fasse ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir taxer plus la taxe foncière, aller prendre là-bas et aller de façon modérée verser pour que le temps venant, à un moment donné, les consciences soient préparées. Et le gouvernement qui prévoit des taxes sur les téléphones portables et les applications téléchargées dans ces appareils. Georges Meka Bessolo, vous travaillez énormément dans le secteur de l'économie numérique, qui est un secteur qui est aussi important pour le domaine agricole. Lorsque vous entrevoyez ces nouvelles taxes sur les applications à télécharger et que le gouvernement cherche de nouvelles niches fiscales, comment appréciez-vous? Quelle est votre perception de cette politique fiscale? Elle serait bonne si et seulement si. C'est le secteur de l'économie numérique aujourd'hui, c'est le billet vert dans tous les pays. C'est là où la jeunesse consomme le plus aujourd'hui. Les téléchargements, les applications comme Facebook sont devenues aujourd'hui le rendez-vous, soit des débats ou des échanges des Camerounais, le rendez-vous commercial également, de partage d'informations. Oui, c'est le secteur qui, pour le consommateur, est peut-être le moins taxé aujourd'hui. C'est un secteur en pleine croissance. Cependant, c'est également le moment, lorsqu'on veut taxer, on va taxer les ordinateurs, les tablettes ou les téléphones, c'est le moment aussi pour l'État d'être proactif et d'aller voir des structures comme Techno, Itel, Samsung, de dire nous vous offrons les avantages pour venir mettre en place des chaînes de montage des téléphones, des ordinateurs. C'est comme ça que ces investissements directs étrangers qui viendraient justement, développer une économie non seulement locale, mais également régionale. Ne l'oublions pas, le Cameroun peut exporter dans la sous-région. Et mon idée encore est de suggérer au Cameroun
d'entrer dans la CEDEAO aujourd'hui, comme le fait le Maroc, parce que la CEMAC ne peut plus suffisamment absorber la production du Cameroun. Les téléphones portables à nouveau taxés dans le projet de loi des finances 2019 et les applications à télécharger. Edmond Kamdial, élargissement de l'assiette fiscale pour répondre aux tensions de trésorerie observées ces 2 dernières années au Cameroun, ou alors une volonté de protéger les Camerounais dans certains secteurs de l'activité où il y aurait des soucis sur le plan sanitaire, comme l'ont évoqué des panélistes sur ce plateau. Je souhaiterais que, au-delà du fait que ce soit une niche fiscale, qu'il y ait une volonté véritable à travers cette taxation d'encourager les Camerounais à produire ou à créer des entreprises dans ces domaines-là. Parce que nous avons de l'expertise au Cameroun comme à l'extérieur du Cameroun, notamment dans la diaspora. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des Camerounais en NASA, notamment Enes Simo, qui a beaucoup contribué au niveau du Motorola. On a de l'expertise, on peut encourager les Camerounais par rapport à ce domaine-là. Je souhaite que la finalité soit de parvenir à la production, à la création des entreprises, la création d'emplois et à la production dans ce domaine. Puisque les grands pays au monde aujourd'hui, dans le domaine de l'économie numérique, vous voyez les pays asiatiques, l'Inde, le Pakistan, les États-Unis, les grands pays au monde, c'est dans ce domaine-là aujourd'hui. C'est une niche en matière de création d'emplois. Qu'on ne s'arrête donc pas au niveau de la taxation. Il ne faudrait pas qu'on en fasse une fixation. Il ne faut pas que ce soit une fixation à tout prix, c'est-à-dire obtenir de l'argent à tout prix pour régler un problème ponctuel ou conjoncturel. Il faudrait que ce soit une façon d'encourager, de promotion, notamment pour la jeunesse. Puisque le chef de l'État, dans son discours, il a mis l'accent sur le fait qu'il voudrait davantage. Il a dit qu'il a écouté la jeunesse, notamment leur volonté de jouer un rôle majeur, y compris d'accéder, n'est-ce pas, aux décisions dans les milieux où on décide. Et je pense, et je l'espère, qu'il y a une vision derrière ce projet et qu'il n'y a pas qu'une intention limitée au niveau des taxes. Autre point d'ombre dans ce projet de loi des finances, c'est le contentieux fiscal qui est annoncé, et vous avez tenu à le souligner, Dr Ariel Mitedem, le gouvernement qui désormais demande aux contribuables de payer au moins 15 à 50% du contentieux, du montant contesté, avant de pouvoir être entendu par les instances compétentes. Oui, pour aller jusqu'au bout de la procédure, vous payez 100%. Si vous allez jusqu'à la cassation de la décision, vous payez 100% avant d'être écouté, avant d'avoir soit gain de cause ou de Qu'est-ce qui fait problème sur ce contentieux fiscal? En fait, c'est pour justement limiter le contentieux fiscal. C'est ce qui était, c'est l'esprit de la loi. On ne veut pas véritablement permettre aux défendants de véritablement avoir gain de cause. Parce que quand on vous dit que pour saisir le juge administratif, vous payez d'abord 35%, et pour aller plus loin, vous payez 50% pour être véritablement entendu. Et quand la décision est précise, vous n'êtes pas satisfait, il faut payer 100% pour aller en cassation. Vous comprenez que vous payez avant de contester. Alors, cela pose un problème. Cela va véritablement limiter de façon drastique le contentieux fiscal au Cameroun. Mais en réalité, moi, je voudrais m'appesantir sur cette évasion fiscale qui a cours au Cameroun. Et chaque fois que je vois les administrations fiscales rendre leur copie en fin d'année, ils disent qu'ils ont atteint et dépassé leurs objectifs. Ça me fait sourire. Parce qu'en réalité, il s'agit de la performance de cette administration. Et je peux vous dire une étude sérieuse qui a été menée par le GICAM avec le concours du ministère des Finances qui démontre que 30% seulement des contribuables camerounais payent effectivement. Et sur les 30% pèsent 25% de taux de pression fiscale contre le taux de 0,02% aux 70% qui ne payent pas au secteur informel. Voyez-vous? Alors il se passe que si on pouvait faire remonter le taux de pression fiscale sur les 70% qui ne payent pas, de 0,02%, ne serait-ce qu'à 1,2%, on n'aurait même pas, non seulement on baisserait la pression fiscale sur les autres, on n'aurait même pas besoin de... Donc en clair, le problème c'est la collecte. C'est ceux qui payent, c'est la base, c'est le nombre de gens, les personnes qui payent, le contribuable qui devrait payer, qui ne paye pas. 70% ne payent pas. Un exemple simple, je ne sais pas pourquoi je reste avec cet exemple. Vous avez des gens qui ont 3 camions, 5 camions qui ne payent pas d'impôts au Cameroun. Voyez-vous? Et leurs camions détériorent nos routes. Ils ne payent pas.
Et ce qui est curieux, et je dis, c'est l'administration fiscale, justement, la direction générale des impôts, qui est la plus contre-performante en l'occasion. Vous avez des contribuables qui existent dans le fichier du ministère de la direction générale des douanes, qui n'est pas connu aux impôts. Vous avez des contribuables qui sont connus à l'INS, à la base de l'INS, qui ne sont pas connus aux impôts. Vous avez des contribuables qui sont connus à la direction de la comptabilité publique, qui n'existe pas à la direction des impôts. Et du coup, 70% ainsi passent par les mailles de la direction des impôts, ne sont même pas connus dans les fichiers et ne payent pas. Et on passe tout le temps à mettre la pression sur les mêmes qui payent. Et c'est pour ça qu'il y a toujours ce bras de fer entre le JICAM et le ministère des Finances quand il faut élaborer une loi des finances. Parce qu'en réalité, finalement, c'est les mêmes qui payent. Et l'administration fiscale ne fait pas ce qu'il faut pour élargir la base. Je vous parler de la taxe foncière tout à l'heure. Il y a d'autres opérateurs. Ce n'est que dernièrement qu'il y a une plateforme de communication de données entre la direction générale des impôts et la direction générale des douanes. Vous voyez, c'est curieux. Des gens qui importent et qui ne payent pas d'impôts. Qui importent des marchandises substantielles et qui ne sont pas connus dans le fichier de la direction générale des impôts. La Chambre des comptes relevait il y a quelques semaines, justement, qu'il y avait plus de 1300 milliards de francs CFA qui étaient non recouvrés par de recettes fiscales et douanières non recouvrées par l'État. Et elle a précisé que ce chiffre est de plus en plus important au fil des exercices budgétaires concernant la Chambre des comptes. Martin Omba, lorsqu'on a ce diagnostic sur le fait que 70% des contribuables réussissent à passer entre les mailles du filet et qu'à peine 30% des contribuables camerounais sont sous pression fiscale, comment analysez-vous la situation dans laquelle se trouve le Cameroun avec ces défis sécuritaires et budgétaires qui s'imposent avec acuité? Ça veut seulement dire qu'il y a eu des manquements qui ont des résultats conséquemment dévastateurs. Hein. Parce qu'en réalité, au jour d'aujourd'hui, je vous le dis, c'est ce que les gens perçoivent. La température sur le terrain, c'est dire que c'est les mêmes qui paient toujours. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait faire très attention avec les grandes entreprises parce qu'elles payent. Elles payent, c'est clair, elles payent non seulement les impôts classiques, elles payent quand elles font des bénéfices l'IS, qui est fortement taxé. Bon, au jour d'aujourd'hui, je pense que le taureau par les cornes devait commencer par là. Parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas d'abord à évaluer la base exacte de qui doit payer l'impôt, il y a un problème. Donc, je me dis une fois de plus que le Cameroun est un pays riche. Le Cameroun est un pays qui est naturellement a des potentialités. Il suffit qu'il y ait une volonté. Et là, on vient et on repart sur les problèmes de gouvernance. Parce que tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, tout ce qu'on peut se dire aujourd'hui, c'est que, en l'absence d'une gouvernance solide, on ne peut avoir que, vous ne pouvez pas avoir de la matière, vous pouvez que gréver vos impôts, vos recettes, vous l'abandonnez complètement, on ne sait pas pourquoi, pour aller vous réfugier sur des choses, pour moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont là pour appuyer encore, pour défavoriser ceux qui sont encore les plus démunis. Il existe quand même des mesures de promotion de nouveaux investissements dans les zones économiquement sinistrées. Les entreprises qui réalisent des investissements visant à la reconstitution de leurs outils de production dans une zone économiquement sinistrée bénéficient d'un crédit d'impôt de 30% des dépenses engagées. C'est du moins ce que prévoit le projet de loi des finances 2019. Georges Meka Abessolo, c'est pour répondre à la préoccupation des industries dans les régions en proie à des violences meurtrières, en proie à l'insécurité. Cela peut-il convaincre ces investisseurs de revenir dans ces zones? À court terme, non. Il faudrait au minimum une situation sécurisée d'au moins 2 à 3 ans pour rassurer des investisseurs d'y aller et d'évaluer si ces zones sont accessibles justement et qu'il y a une main-d'œuvre potentielle employable. Donc c'est une bonne mesure, mais il faut voir les conditions dans lesquelles les investisseurs décideraient d'y aller. Mais si on parle des zones du sud-ouest et du nord-ouest, ce ne sera peut-être pas pour des nouveaux investisseurs maintenant. Il y a la dette du Cameroun qui est scrutée de près à la fois par les experts, mais aussi les investisseurs. Vous avez vu les différentes dispositions, Dr Ariel Nietedem, de la loi des finances, projet de loi des finances 2019, le service de la dette publique et les différentes émissions des titres publics que le gouvernement compte faire pour l'année 2019, sans compter les emprunts non concessionnels qui sont prévus. Est-ce que cela démontre une volonté pour le gouvernement de maîtriser son rythme d'endettement? Oui, comme je l'ai dit à l'entame, le taux de croissance du budget qui est de 3,4% des notes de la volonté
de limiter l'endettement. Et quand on rentre dans la loi, il y a 250 milliards prévus pour le recours à l'emprunt obligataire, donc à l'épargne publique. Cela peut poser quelques problèmes, mais c'est encore mieux. Il y a aussi la dette concessionnelle et non concessionnelle, qui est une dette qui est constatée auprès des bailleurs de fonds bilatéraux comme latéraux, comme multilatéraux. Alors, ce que je veux dire, je vais revenir quand même, avant de parler de la dette, sur une disposition de cette loi de ce projet de loi de finances qui viole des dispositions pertinentes du droit communautaire. Quand on demande aux experts comptables et aux conseils fiscaux de rendre leur copie, leur audit au ministère des Finances, cela vient violer le secret de l'audit. Vous voyez, c'est en violation du secret d'audit. C'est-à-dire qu'un expert comptable qui vient auditer cette entreprise, Equinox, ou un conseil qui vient auditer, a un secret à garder, à préserver. Il ne doit pas le mettre, n'est-ce pas, il ne doit pas le rendre accessible par qui que ce soit, même pas par le ministère des Finances. Or, il y a une disposition communautaire, de la norme communautaire, qui est sur la norme nationale, qui protège ce secret. Donc, cette disposition viole allègrement cette disposition communautaire. Et j'espère que nos amis qui sont à la commission des finances, nos amis députés, doivent être suffisamment, on va dire quoi, avertis pour ne pas laisser passer cette disposition qui pourrait être stoppée par le Conseil constitutionnel. Mais docteur Ariel, quand même, il y a certaines entreprises qui pourraient, par leur malgouvernance, poser un risque social. Bon, la COBAC s'est ressaisie et a fait dans le cas des banques, mais il y a d'autres entreprises où l'État, en accordant des subventions et des exonérations, a un droit de regard sur les états financiers. Est-ce que ce droit de regard doit être exercé en marge de la réglementation communautaire? C'est la question. Oui, mais je préfère ça que on puisse stopper à temps une société qui est en train d'aller en faillite, qui va mettre plusieurs familles dans le chômage. Je préfère ça, quitte à réharmoniser ces directives CEMAC. Mais le système bancaire et financier de la sous-région Afrique centrale, lui, est particulièrement en difficulté. Le FMI a tiré la sonnette d'alarme sur les banques camerounaises qui font face à un certain nombre de difficultés, notamment la banque des PME dont la restructuration se pose avec urgence, et aussi d'autres microfinances et institutions bancaires confrontées à autant de problèmes sur le plan managérial et sur le plan de la gestion des liquidités. Oui, on sait bien comment les banques se comportent. Ils prennent peu de risques, ils financent très peu l'économie parce qu'ils ne veulent pas prendre des risques, alors qu'ils ont des fonds qui sont oisifs, parce qu'ils sont en subsidié, il faut le dire. Et il y a ce manque de prise de risque pour financer l'économie. Ils se contentent, pour beaucoup, de faire recours à l'emploi obligataire quand c'est de souscrire aux emplois obligataires, parce que c'est de l'argent facile, c'est de l'argent sûr. La signature de l'État du Cameroun est encore très bonne de toutes les façons, l'État va payer. Donc nos banques ne jouent pas suffisamment leur rôle. Il est question du FMI ou des organisations de Bretton Woods de les amener à jouer pleinement leur rôle du financement de l'économie, à faire fructifier l'épargne des déposants. Alors pour revenir sur la dette, vous avez parlé de la dette tout à l'heure, il y a cette question justement sur les emplois obligataires qui se font de façon répétitive au Cameroun. C'est bien, diront certains, parce qu'on prête aux Camerounais, les intérêts sont payés aux Camerounais, mais il y a un problème, c'est que ça contribue à l'effet d'éviction, à savoir que les fonds qui auraient être utilisés, prêtés au secteur privé, aux agents économiques privés, sont capturés par l'État au détriment du secteur privé. On sait que l'État est toujours moins efficace que le secteur privé dans la production des richesses. Donc cela pose un problème quand on recourt très souvent à l'emprunt obligataire. Cela handicape le secteur privé et les ressources sont, on va dire, moins, enfin l'utilisation des ressources est de moins meilleure qualité. Alors maintenant, pour ce qui est de l'autre type d'endettement, qui est l'endettement, les prêts concessionnaires, je me demande pourquoi le Cameroun inscrit dans sa loi de finances, d'année en année, ces prêts, alors que nous avons 4 000 milliards de cents qui dorment dans les caisses de la CAA. Les cents, c'est les soldes engagés non décaissés.
Pourquoi solde engagé non décaissé? C'est que le Cameroun a réussi à obtenir des emprunts. On les a cantonnés, mais on ne peut pas les décaisser parce que les projets n'ont pas été menés de façon satisfaisante. Et on continue à s'endetter. Et le service de la dette pèse sur le budget de l'État. Cela pose un problème. Donc il faudrait mettre l'accent sur l'utilisation de ces scènes avant de continuer à s'endetter là. Pour l'économiste Christian Pandaekoka, le danger, c'est l'accumulation de ces dettes improductives qui financent des projets non viables, incapables d'en assurer le remboursement. Est-ce que vous partagez cette analyse sur ces montants cumulés à la CCA qui ne sont pas décaissés jusqu'aujourd'hui pour des projets viables? Martin Omba? Oui, bien évidemment, c'est un secret pour personne. Dans notre situation, ces fonds ont un handicap pour financer la partie productive de notre économie. En parlant des banques que tout à l'heure vous avez évoquées, il faut quand même reconnaître aussi que, en ce qui concerne la façon dont le fonctionnement des banques à travers les crédits aujourd'hui en Afrique centrale est décrié au niveau des taux d'impayés. Parce que si on a tiré la sonnette d'alarme, c'est que les Camerounais, les Africains ne remboursent pas les crédits. C'est pour ça d'ailleurs que le ministre des Finances, avec le Conseil international du crédit, ont mis en place la centrale des risques qui va désormais obliger tous ceux qui empruntent. Je vous dis qu'il y a des gens qui font dans la cavalerie. C'est-à-dire que je suis chez M. Noufélé aujourd'hui, après je suis chez M. Moka, ça passe chez M. Moka, je vais chez M. Edmond, ainsi de suite, et ils n'arrivent jamais à solder leur crédit. Donc le véritable problème aujourd'hui, c'est qu'on va assainir en mettant en place un fichier unique. Tant que vous n'avez pas remboursé chez M. Noufélé, vous ne pouvez pas prendre un crédit chez M. Martin. Donc en réalité, c'est parce qu'il y a un taux d'impayé relativement important, plus de 24% pour les microfinances et aux alentours de 10 à 12% pour les banques. Alors vous comprenez que même si c'était vous, avec notre épargne qui est essentiellement à court terme, vous ne pouvez pas prendre l'argent à court terme et faire des crédits à moyen et à long terme. Le problème aujourd'hui dans le système bancaire camerounais et Afrique centrale compris, c'est que notre épargne est à court terme et les financements qui doivent échoir au secteur qui produit doivent être au moins à moyen, si ce plus souvent à long terme. Et tant qu'il y a cette contradiction, même si c'est vous qu'on met à la direction d'une banque, vous n'allez jamais faire plus que les équilibres là vous y autorisent. Donc notre souci aujourd'hui auprès des banques, c'est de dire que lorsque vous vous engagez, il faut que vous payez. Vous comprenez? Donc le problème des banques, c'est qu'il y a un taux d'impayé qui a été relevé à un niveau très important, d'où on veut d'abord effacer cela avant de repartir. Mais ces créanciers, ces débiteurs auprès des banques sont également des PME qui attendent que le gouvernement puisse régler ses factures. Et la question de la dette publique se pose également avec acuité. Edmond Kamdia, le FMI, qui a suggéré au gouvernement camerounais d'apurer sa dette intérieure pour pouvoir permettre à ces PME également de pouvoir avoir une bouffée d'oxygène financière. Et jusqu'ici, on n'a plus de nouvelles de l'audit qui avait été commandé par le ministre des Finances et les différentes repartitions pour régler cette dette. Effectivement, le FMI a bien fait de demander au gouvernement camerounais d'apurer sa dette intérieure. Parce que lorsque la dette intérieure est apurée, cela encourage les investisseurs locaux, cela encourage les PME et ça permet de faire bouger l'économie locale. Mais malheureusement, malgré ces conseils, j'utilise le terme de mon ami M. Nitedem, ces conseils que donne le FMI, parce que c'est une expression qu'on peut débattre. J'allais même dire c'est une sémantique quand vous dites que le FMI donne des conseils à l'État du Cameroun. Qu'on découvre un peu aujourd'hui. Qu'on découvre un peu aujourd'hui, vous dites des conseils. Vous dites des conseils. Je vous dirais. Quand, sur le plan diplomatique, les ambassadeurs, notamment l'ambassadeur des États-Unis, donne des conseils au chef de l'État, on dit que c'est un diktat. Quand c'est le FMI qui donne des conseils, on dit oui, ce sont des conseils. Mais on refuse d'accepter au départ que le FMI a un droit de regard sur les orientations budgétaires, qu'on finit par reconnaître quand même, mais on dit que ce sont des conseils. Non, je voudrais dire... Non, permettez, nous parlons des PME. Je pense qu'il est important d'écouter ces conseils, entre guillemets, du FMI sur purement la dette intérieure. Parce que un pays normal a besoin des entrepreneurs locaux qui sont rassurés, qui savent qu'ils peuvent investir, rentrer dans leurs fonds, rentrer dans leurs bénéfices et créer des emplois. Aujourd'hui, la PME est un domaine qui me semble négligé. Malgré, on parle d'une banque des PME, mais qui a des difficultés. Moi, je pense qu'il faut rassurer les chefs d'entreprise, notamment les patrons des PME. Il faut booster les PME, parce que la plupart des pays où la PME fonctionne, ce sont ces pays-là
qui bouge. On sent au niveau de la production locale, de la création d'emplois, et au niveau même de l'exportation. Parce qu'un pays, c'est d'abord ça. Il faut produire, il faut exporter. Tant que la balance économique est déficitaire, tant qu'on n'exporte pas les produits, tant qu'on passe plus de temps à importer qu'à exporter, mais à quoi est-ce qu'on s'attend? Donc ces conseils, au moins, pour une fois on dit, ces conseils judicieux du FMI, qui semble-t-il, sont tantôt écoutés, tantôt ne sont pas écoutés, mais dans le cas d'espèce, pour les PME, ces conseils ne sont pas écoutés, et c'est très dommage. Les petites et moyennes entreprises, je vous en prie, permettez à Meka Bessolo de réagir sur les PME et ce projet de loi des finances 2019. L'un des enjeux importants, c'est la création des emplois, c'est la création de la richesse. Le chef de l'État a placé son mandat présidentiel des grandes opportunités sous le signe de la relance économique, avec un projet de loi des finances où il y a une pression fiscale importante. Comment mettre en ligne de mire cette stimulation du secteur privé afin qu'il crée davantage de richesses et d'emplois? Il faut nous mettre en bataille, en un combat. C'est ce que j'appelle restructurer l'administration publique pour le mettre en un bataillon d'intervention rapide économique. C'est-à-dire opérationnaliser l'exécution. Lorsqu'il y a des fonds qui sont disponibles et accessibles, le reste qu'il faut faire, c'est d'accélérer justement l'exécution. Je propose une loi sur les infrastructures. Les compagnies qui sont chargées ou adjudicataires des marchés d'infrastructures au niveau de l'État doivent travailler 24 heures sur 24, comme ça se fait dans d'autres pays. C'est à ce rythme-là qu'on peut rattraper le retard et qu'on peut satisfaire les attentes des populations. Réseau routier, infrastructures énergétiques, il faut travailler 24 heures sur 24. Le deuxième volet pour créer des emplois, notamment l'agriculture, aucun pays ne s'est développé économiquement en étant juste une porte ouverte à toutes les importations. Il faut revenir vers les grandes sociétés de production agricole dans les filières du maïs, du café, du cacao, qui, elles, ont des capacités d'atteindre rapidement des économies d'échelle et d'exploiter des superficies de 10 000, 15 000, voire 20 000 hectares. Et c'est à partir de cela que les intrants agricoles qui sont nécessaires à l'industrialisation vont effectivement permettre un décollage économique, à baisser les coûts de transaction nécessaires. Sans cela, nous resterons toujours dans une révolution verte, dans une agriculture de seconde génération, dans des slogans de pays émergents dont on ne voit pas la première lettre d'émergence. Au moment où le Cameroun est en train, du moins le Parlement examine ce projet de loi des finances 2019, Dr Ariel Nietedem, que faut-il faire pour répondre à la fois à cette volonté du gouvernement d'élargir l'assiette fiscale, pour répondre à ces missions régaliennes, mais aussi d'encourager le secteur privé à créer davantage de la richesse, créer davantage des emplois décents pour les Camerounais? Oui, très rapidement, je suis d'accord avec mon voisin de droite quand il dit que c'est la PME qui crée les richesses dans un pays, et même dans les pays les plus grands que vous pouvez imaginer. Aux États-Unis, ils appellent ça small business. C'est eux qui créent la richesse. Elles, c'est tout à fait normal. Alors, si je parle des conseils du FMI, c'est parce que si on en ressort du programme économique et financier avec le FMI, qui est un programme de 3 ans, si on ne satisfait pas toutes les conditionnalités de ce programme, le FMI se verra obligé de nous imposer un programme plus drastique, comme celui qu'on a vécu dans les années 90, le programme d'ajustement structurel. Et là, les instructions du FMI seront des instructions. Ce sera plus sous forme de choses à prendre ou pas. Ils vont vous imposer et ils vont mettre notre souveraineté entre parenthèses sur certains domaines. Et on l'a vu, pendant les passes, la planification était mise entre parenthèses. Et d'autres, vous voyez, la dévaluation, on ne l'a pas demandé avant, alors que la monnaie, n'est-ce pas, relève du domaine de la loi. De la souveraineté. De la souveraineté et de la loi. Ce n'est pas passé, il n'y a pas une loi de la dévaluation qui est passée par la représentation du peuple. Donc c'est pour ça que j'insiste sur les conseils. On est encore aujourd'hui sous l'effet des conseils du FMI. Alors je dis, si on ne fait pas attention, on n'en ressort pas de ce programme est satisfait,
On va rentrer dans un plan d'ajustement structurel où ce seront des instructions que le FMI va nous donner. Ce sera le dictat du FMI. Et que faut-il faire? Alors, que faut-il faire? Moi, je dis il faut travailler sur la promotion des chaînes de valeur. Il faut cesser d'exporter à l'état brut. Il faut cesser d'exporter les matières premières. Il ne faut plus qu'une économie qui soit basée sur l'exportation de matières premières. Aucune économie ne s'est développée sur cette base. Il faut transformer sur place. Ça crée de l'emploi sur place, ça crée de la richesse sur place et ça permet d'exporter la valeur ajoutée qui nous apporte plus de devises lorsqu'on exporte sous forme de matières premières. Et encore que quand on exporte sous forme de matières premières, c'est les acheteurs qui imposent les prix. Ce n'est pas nous qui fixons les prix. Nous sommes des price takers au lieu d'être des price makers. Et c'est très important qu'on s'inscrit dans cette logique. Après vous, Martin Omba, en quelques mots, comment permettre au secteur privé de créer davantage de la richesse, de créer davantage des emplois et répondre au souci du gouvernement de collecter davantage des ressources fiscales internes pour répondre et faire face aux défis de la crise économique? Ce qu'il faut, à mon avis, déjà, c'est de pouvoir faire que toutes ces entreprises qui sont dans le système informel entrent dans le système formel. C'est d'un. Vous savez qu'il y a près de 30 000 entreprises au Cameroun. Sur les 30 000 entreprises, les grandes entreprises représentent à peu près 4%. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a au moins 74%, 75% d'entreprises qui sont les PME et les PMI. Une fois que j'ai dit ça, je pense qu'il n'y a plus rien à dire, à savoir que c'est sur cette taxe-là que toute politique économique au Cameroun doit, n'est-ce pas? Donc je pense qu'une fois qu'on aura canalisé, qu'on aura pris à bras le corps les problèmes de ces 74% d'entreprises de notre pays, nous allons sortir de cette crise. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Dr Ariel Nitedem, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, Edmond Kamga. Merci également à vous, Georges Meka Bessolo et Martin Ombazing, d'être venus ce dimanche. Mesdames, messieurs, merci de rester sur Equinox Télévision.